Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay, je suis citoyen. J'ai vécu à Molenbeek pendant 2 ans à Bruxelles et j'ai mon mot à dire concernant ce qui vient de se passer à Paris. Les gouvernements ont tout faux lorsqu'ils réduisent toute la problématique concernant la violence et la montée du radicalisme à des conflits armés. Bien sûr que beaucoup des conséquences que nous vivons actuellement découlent de la putréfaction autour du conflit entre Israël et la Palestine, puis récemment la création de cet État islamique et la lutte d'expansion dans les territoires environnants. Maintenant, le problème n'est pas qu'en Syrie. Le problème est dans tous les pays occidentaux où on intègre mal les gens qui viennent d'autres nations. Les gens vous le diront, la problématique à laquelle on fait face actuellement était connue au début des années 80. Cabrel, ce chansonnier extraordinaire, vous dirait qu'il a chanté toute la problématique en 83. Je me souviens quand il avait sorti son vinyle, Quelqu'un de l'intérieur, et dans une simple chanson, Saïd et Mohamed, il avait parlé de toute cette problématique-là. Je vous lis des extraits de la chanson de Cabrel, et ça existait, on connaissait toute la problématique des jeunes, et on a laissé pourrir la situation. Alors, ça disait, ces enfants qui font rien à l'école, qui ont les poches pleines de tubes de colle, et de toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulée pour toujours, c'est la fenêtre sur la 3e cour, c'est le cri des voisins plein les oreilles, les heures de mauvais sommeil. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend le mauvais français, le musulman, sous la course des planètes, ce serait bien qu'on s'inquiète avant que ses paupières n'explosent et qu'elles prennent ce gris en overdose. C'est un poète qui disait ça et qui avait entièrement raison et qui touchait au creux du problème. Le traitement qu'on a réservé aux gens qui venaient du Maghreb, tant en France qu'en Belgique. Pour avoir vécu à Molenbeek-Saint-Jean, c'est un endroit où les gens du Maghreb vivaient beaucoup de racisme. Moi, je ne connaissais pas l'expression européenne qu'on réservait aux gens du Maghreb qui s'appelle les bougnoules. Je l'ai connue en arrivant à Molenbeek. Ma logeuse, qui était une honnête Belge de naissance, quand elle parlait des gens du Maghreb, elle disait les bougnoules. Et ça voulait tout dire du mépris. C'est un peu comme si on utilisait aux États-Unis le terme nigger pour parler des Noirs. Et dans ce problème-là, il y avait plein de choses. D'abord et avant tout, le fait qu'on n'offrait pas de programme d'intégration valable pour cette première génération de gens maghrébins, ce qui fait que le taux de chômage, le non-emploi, était très élevé. Et à ce moment-là, il y a eu une mutualisation. Ici, au Québec, on dirait que ce fut une vague d'assistés sociaux.
En Belgique, il y a une assurance qui veille à ça, la mutuelle. Et d'ailleurs, les Belges qui se moquaient des bougnoules, des gens donc du Maghreb, avec racisme, disaient, ils n'ont que ce mot-là en bouche, la moutouelle, la moutouelle. Ils font un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants sur la moutouelle. Ils achètent nos maisons avec la moutouelle et se reproduisent comme ça. Et c'était comme ça que les Belges de Bruxelles, qui étaient racistes, pas tous, ceux qui l'étaient, traduisaient la problématique qu'ils vivaient face aux gens du Maghreb. Et je dois vous dire que les gens du Maghreb leur remettaient bien, leur rendaient bien. Je me souviens que moi, j'ai demeuré à Molenbeek la première fois où j'ai demeuré à Molenbeek, je demeurais sur rue de Mexico. Vous savez, Molenbeek, c'est un quartier qui est déchiré par un immense boulevard, le boulevard Léopold II. Et je me souviens très bien que les deuxièmes voisins à côté de ma maison, les hommes de cette maison-là, n'urinaient pas à l'intérieur parce que la toilette avait été construite face à la Mecque. Alors les types s'en allaient dans la rue, 3 gars ensemble, le père de famille, 2 grands gars dans la vingtaine, et ils se surveillaient évidemment parce que les policiers pouvaient les surprendre, et ils allaient uriner l'autre côté de la rue. Alors on avait une rue, la rue de Mexico, petite rue, qui était condamnée à sentir l'urine parce que les bougnoules urinaient dans la rue. Et il n'y a personne qui a pensé d'aller voir ces grands garçons-là et de leur dire, regarde, on va t'aider à ne pas uriner face à la Mecque si tu as cette superstition. Urine assis, tu vas être dos à la Mecque. Urine dans un urinoir, alors tu vas pouvoir uriner debout, tu vides dans la toilette, et c'est prévu pour ça. C'est évident que personne ne leur disait, et ces gars-là allaient uriner dans la rue, tout le monde parlait contre eux. Et quand les gens le pouvaient, quand un homme pouvait passer et qu'il était assez fort, ces gars-là se faisaient molester, menacer, crier des noms, libellés de toutes parts. Quand on vient d'un pays où l'accès à l'hygiène est différent, quand on arrive dans un autre pays, à ce moment-là, on peut avoir des mœurs, des coutumes qui sont différentes aussi. Les gens ne se parlaient pas rue de Mexico entre gens maghrébins et les gens de l'origine belge. Tellement pas que moi, si je fais une fête l'été, et si ça doit se terminer tard avec de la musique, je vais le dire à mes voisins. Mes voisins vont être au courant qu'il se passe une festivité, que je vais faire du bruit. Et les gens savent raisonnablement que ça n'aura pas lieu toute l'année, ça. Ça a un début, une fin, puis on est tolérants les gens les uns envers les autres. C'était pas le cas rue de Mexico. Je trouvais pas qu'il y avait cette tolérance-là, ce dialogue-là entre les gens. Alors j'apprenais que mon 2e ou 3e voisin avait une noce, quand à 14 heures de l'après-midi, j'entendais le et le roulement des tambours de peau. Et j'apprenais que ça n'était pas terminé quand à 20 heures le soir, ça recommençait. Et j'attendais encore de voir si c'était terminé et je me couchais. Et j'apprenais que ce n'était toujours pas fini à 3 heures du matin quand le recommençait encore. Alors, il n'y avait pas de dialogue entre les Blancs et les Maghrébins. Déjà là, dans les années, moi, je suis allé en Belgique en tant que consultant en 1989, donc j'ai vécu 1989-90, un petit peu de 91. Et à cette époque-là, il y avait un immense problème de racisme, d'exclusion, de chômage. Donc, on est hypocrite là, quand on pense que ça a éclaté aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il y a du racisme, de l'exclusion, du chômage dans ces pays-là. Je dois vous dire qu'il y a un paquet de facteurs qui font que ça s'est développé par la suite et que ça s'est envenimé. D'abord, il y a le fait que le climat
du plat pays est un climat assez morne. À Bruxelles, il pleut autant qu'à Londres. Et les gens ne s'habituent pas, quand on vient d'un pays ensoleillé, à autant de jours de pluie. J'ai connu, de mémoire d'homme, là, une période où pendant 34 jours, je n'ai pas vu le soleil. Même pas un éclairci dans la journée, là. Nous, on a des journées de pluie au Québec, il y a des éclaircies. Non. Et j'avais dit aux Belges, ah ben, vous avez l'habitude de ça, vous. Vous êtes habitués de ne pas voir le soleil. Moi, ça me touche beaucoup. Et là, les gens m'avaient dit, Monsieur Castonguay, on s'habitue jamais à ne pas voir le soleil. Donc, imaginez les gens du Maghreb qui arrivaient d'un pays ensoleillé et qui arrivaient dans un pays où la pluie est constante, où le climat est plutôt gris. D'ailleurs, j'ai toujours noté que en Belgique, il y avait un taux de suicide énorme. Moi, je peux vous dire que quand je suis arrivé rue de Mexico, je suis arrivé 3 mois après le suicide du propriétaire de la maison dans laquelle j'ai demeuré. Et sa veuve m'a demandé, elle m'a dit, je ne suis pas capable de descendre au garage, pourriez-vous me donner un coup de main? J'ai dit, bien sûr. Et je suis allé au garage et j'avais, à ce moment-là, vidé dans le drain l'acide de débouche-conduit et le verre dans lequel le suicidaire avait mis l'acide avec du sucre pour le boire. Et lui, cet homme qui s'était suicidé là, avait vu son voisin, donc mon voisin d'en face, se suicider du balcon du 2e étage suite à une dispute en se jetant tête première du balcon. Et moi, un de mes confrères qui m'aidait, un bonhomme qui était jeune, m'a dit qu'il avait fait 3 tentatives de suicide, dont une où il s'était jeté d'un 2e ou 3e étage et il s'était fracturé plusieurs os. Et pendant que j'étais là, la belle-sœur de la secrétaire du 2e étage du bureau où je travaillais s'est couchée sur le rail et mon train, celui que je prenais cette journée-là, qui allait de Bruxelles à Louvain, est passé sur cette femme-là. Coupé la tête, coupé les jambes. Elle était enceinte et elle venait de recevoir une bonne nouvelle de son mari. Et la lettre de bonne nouvelle était dans ses poches. Il y a un taux de suicide élevé dans ces régions-là. Les gens sont assez découragés. Et il y a une banalisation de la mort. C'est pour ça qu'au Québec, je me suis battu contre les réglementations pour favoriser la mort douce, parce qu'en Belgique, ça avait lieu à ce moment-là. Et on mourait, mais c'était très banal. Et quand on banalise la mort, à travers la banalisation de la mort, on banalise la vie aussi. Je me souviens que dans les hôpitaux, il y avait des petits cubicules munis de petits rideaux, là, de rideaux, de lits. Et là, on pouvait aller veiller son mort, voir son mort après le décès. Et bien souvent, la personne partait de ce petit cubicule-là, s'en allait directement au crématorium, et puis on enterrait. Moi, j'ai vu la logeuse qui me recevait, qui était devenue une amie personnelle, dire en centre hospitalier, OK, je ne serai pas capable de faire l'examen du tapis roulant parce que je vais mourir. J'ai trop de problèmes cardiovasculaires. On ne l'a pas écouté. Elle fait faire l'exercice du tapis roulant. Elle est morte. Tombée morte. Et finalement, sa mère, qui demeurait donc dans la même maison, qui avait 92 ans, 92 ans, a appris que sa fille était décédée. Et ça a été la dernière fois qu'elle a vu sa fille. Et on a enterré sa fille. Elle n'a jamais vu sa fille. Et mamie, comme on l'appelait, 3-4 mois après, a été trouvée morte parce qu'elle était déboulée dans l'escalier du 2e étage. Et ça a été tout. J'ai trouvé qu'en Belgique, il y avait une banalisation de la vie et de la mort. Et là, au moment où tu mourais, pif, paf, tout était fini. On n'entendait plus parler de rien. Tu disparais de la circulation, tu n'existes plus. Je peux pas vous dire que c'est généralisé, mais je peux vous dire que j'ai trouvé qu'il y avait
une espèce de malaise généralisé dans ce temps-là. Il y avait un malaise face au savoir-vivre, mais surtout au savoir-mourir. Donc, c'est tout des problématiques qui sont concomitantes, hein, le peu d'importance qu'on accorde à la vie, la banalisation de la mort, l'incapacité des gens de faire leur deuil. Et là, quand tu es un jeune adolescent qui va à l'école, qui a des difficultés, et qui voit que l'avenir est bouché d'injustice, et dans un contexte où les gens sont généralement assez découragés, et où on banalise la vie, c'est facile à ce moment-là d'être recruté par des gens qui banalisent la vie des autres et qui t'invitent à te faire exploser. Il y a un sous-bassement à cette problématique sociétale-là. C'est pas seulement une question de conflit armé, c'est aussi une question de recrutement des meilleurs. Et là, je m'explique. Il faut avoir vu comment les stations de la ligne 1 du métro de Bruxelles, je parle par exemple Gare de l'Ouest, Vican, Étang Noir, Comte de Flandre, il faut avoir vu le dégorger ces stations-là de graffiti, ainsi que les rames de métro, pour comprendre toute la problématique. Comment, déjà, moi, dans les années 90, les jeunes étaient coincés. Ça saignait le graffiti un peu partout. Et il y avait à tout ça, donc, je vous l'ai dit, racisme, banalisation de la vie et de la mort, avenir bouché d'injustice. Il y avait aussi mutualisation de cette clientèle qui venait du Maghreb, donc des gens qui sont assistés sociaux de façon massive. Alors, quand on regarde tout ça, ce n'est pas étonnant qu'après un conflit comme celui qui a lieu et pendant ce conflit-là, on recrute des jeunes et que c'est facile de les recruter parce que ces jeunes-là ont une vision d'eux avec une faible estime de soi dans un contexte de racisme, dans un contexte où ils vont vivre une vie misérable et où ils accumulent de la peine, de l'agressivité, de la colère contre la société. Ils veulent en finir et ils veulent que la société elle-même en finisse. Vous savez, ce n'est pas de façon militaire, ce n'est pas de façon utilitariste qu'on va régler ces problèmes-là. Je regarde avec la vague de personnes qui viennent des territoires qui sont en guerre actuellement, cette vague de migrants que les pays de l'Occident vont accueillir, et je l'espère bien en grand nombre. Je vois avec ça tous ces problèmes de mutualisation à venir, d'injustice, de racisme, de rejet, de ghettoisation comme Molenbeek est devenu un ghetto. Vous savez, ça se réglerait beaucoup plus facilement si les gouvernements, les intervenants visaient à respecter la charte des droits et libertés, les droits fondamentaux des gens. Et à travers ça aussi respecter la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow avec à sa base les besoins fondamentaux des êtres humains, sans quoi on les met en péril. Dormir, se vêtir, se loger, manger. Quand ces besoins-là ne sont pas bien accomplis, les gens deviennent en colère, deviennent aigris. Vous savez, les jeunes qui se font recruter, ce sont ceux qui ont des cœurs grands comme des trams, grands comme des autobus, qui veulent changer le monde, qui rêvent d'un monde meilleur, et qui finissent par être accueillis dans leur colère par les groupes radicalisés. C'est ça le drame. Comment on peut faire la prévention de ça?
C'est en parlant, en échangeant, en communiquant avec vos voisins. Sur rue de Mexico, les gens ne communiquaient pas ensemble. Là, je parle d'une époque où moi j'étais en Belgique, mais je vous rappelle que dès 1534, nos relations avec les communautés autochtones ici au Canada, avec les Amérindiens, ont été désastreuses. Les Français donnaient de l'eau de vie, des miroirs en échange des pots et des scalpes des Anglais. Et les Anglais donnaient la même chose en échange des scalpes des Français. On se servait des Amérindiens pour se venger les uns des autres. Et on a inclus ces Amérindiens-là dans des cul-de-sac. On a essayé de les enculturer en leur imposant notre religion, notre vision des choses. Et comble de malheur, les premiers missionnaires français qui étaient des jésuites avaient avec eux des virus comme la variole, la poliomyélite et autres, les maladies de l'enfance, et ont fait que des populations d'Amérindiens sont morts. Alors c'est pour ça qu'on a martyrisé ces missionnaires. Et on est en 2015. Les populations amérindiennes, autochtones, sont encore maltraitées. Le viol des femmes par des policiers, les enquêtes qui sont refusées par les gouvernements. Et de temps en temps, le fait qu'on a ghettoisé les Premières Nations dans des réserves et qu'ils vivent sous le seuil de la pauvreté, dans des conditions qui sont semblables à celles du quartier Molenbeek pour les gens du Maghreb. On s'étonne à un moment donné qu'il y a eu la Pinède à Oka, et il y a eu une montée de violence, une radicalisation des Premières Nations. Mais on fout rien. On laisse les problèmes se corrompre. Et il y aura une autre Oka, c'est prévisible. Il y aura une autre montée de violence avec les Amérindiens, tout comme il y a une montée de violence avec les gens du Maghreb. C'est pas des choses étonnantes. C'est pas des choses exceptionnelles. C'est des choses largement prévisibles. Ça fait 40 ans d'injustice à Molenbeek. J'exagère un peu moins. Disons, dans les années 80 à aujourd'hui. Et on s'étonne que c'est devenu la poudrière, l'espèce d'incubateur d'une forme de terrorisme musulman, de radicalisation musulmane. Ben oui, et avant tout, ça a été le mouroir et le territoire de souffrance de populations mal intégrées. Vous savez, il faut cesser de sous-financer les gens qui travaillent et qui œuvrent à maintenir le filet social dans nos pays occidentaux. Les organismes communautaires qui font du démarchage jour après jour face aux communautés qui sont laissées pour compte. Et c'est de l'hypocrisie, je pense ici au Québec à M. Couillard, qui met la hache là-dedans. Et je me dis que c'est de l'hypocrisie. Alors M. Couillard qui dénonce à tout rompre et qui dit « Laissons entrer les migrants et tout ça. » Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez leur réserver le même sort que les gens du Maghreb dans Molenbeek? Et après ça, on va s'étonner dans 30 ans, dans 40 ans, que telle ville du Québec, tel territoire soit devenu une espèce d'incubateur à jeunes désespérés. Le drame, c'est que bien souvent, ce sont les plus tendres, les plus fragiles de ces jeunes-là qui se font approcher et qui se radicalisent. Le drame, c'est que sont morts des trentenaires, des jeunes dans la trentaine, début trentaine à Paris, et dans la vingtaine, au plus beau moment de leur vie, en pleine éclosion comme des fleurs, comme des bourgeons à peine ouverts, et ce sont nos jeunes, qu'ils soient du Maghreb ou qu'ils soient d'origine occidentale,
qui paie les frais de tout ce système d'injustice, ce système à deux vitesses, où les mieux nantis s'écartent de plus en plus de la condition des pauvres. Je suis un peu sarcastique, mais je vais terminer un peu avec du sarcasme, ce propos-là. J'étais à Bruxelles en 1990 et j'avais été invité par le délégué général du Québec. J'avais, quelques mois avant, organisé un colloque belgo-québécois, à la fois à la délégation générale du Québec et à l'ambassade du Canada. Puis bon, je maintenais un bon terme avec le délégué général du Québec, qui était un libéral, Claude Roquet. Et j'avais parlé de la paupérisation, de la pauvreté des gens du Maghreb en Belgique, et de l'isolement, et de la ghettoisation. Et en bon libéral, hein, ce sont encore les libéraux qui sont au pouvoir, là, au Canada et au Québec, en bon libéral, il m'avait dit, je vous comprends, Monsieur Castonguay. Merci, camarade. Eh oui, vouloir tout simplement s'occuper des pauvres, des démunis, de se poser des questions, d'avoir des scrupules là-dessus, c'était d'être tout simplement communiste ou socialiste. C'était sa façon à lui, en bon libéral, de me marginaliser, parce que moi, je mettais le doigt sur le bobo. Et c'est souvent ce que font les gouvernements. Ils marginalisent les gens qui travaillent dans les groupes sociaux et coupent leur budget. Et après ça, s'étonnent. Et là, on a des chaires, des observatoires, Raoul d'Endurant, puis enfin, des grands spécialistes des guerres et des conflits qui viennent nous dire d'où viennent cette problématique-là. Alors que c'est une problématique d'abord et avant tout humaine. Quand des bardes, des ménestrels, comme Cabrel l'ont chanté, c'est que ça faisait longtemps que les gens souffraient de ça. Quand les artistes s'en rendent compte, toujours avant les autres, parce qu'ils ont aussi un grand cœur sensible, eh bien, les gouvernements font la sourde oreille. Et 30 ans, 40 ans plus tard, on s'étonne, on fait les gorges chaudes, et là, on pointe du doigt les gens qui sont en conflit, alors qu'avant tout, on a semé dans ce terrain-là, mes amis, on a semé, engrangé, foulé dans ce terrain-là depuis des années. Et après ça, quand ce terrain-là devient une poudrière, hypocritement, on s'étonne. Alors, je vous laisse avec le mot de Claude Roquet en vous disant merci, camarade.